Alors bonjour, je me présente. Je suis Dominique Grenier, chef d'unité scientifique de l'unité d'immunisation, infection nosocomiale et antibiorésistance de la direction des risques biologiques et de la santé au travail de l'INSPQ. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce transfert de connaissances de l'équipe des infections nosocomiales. Je tiens à vous remercier de votre participation en grand nombre au sondage sur les besoins en matière de connaissances en prévention et contrôle des infections. Sachez que nous avons été à l'écoute de vos besoins, tels que le temps accordé pour les questions, ce pourquoi la durée du webinaire a été prolongée à 1h15. Aujourd'hui, le sujet présenté sera sur les mesures de prévention, gestion et de contrôle des éclosions du SRAS-CoV-2. En ce qui est trait au déroulement général de la présentation, voici quelques points importants. La présentation sera enregistrée et disponible ultérieurement sur le site Internet de l'INSPQ. Toutes les caméras et micros seront désactivés, sauf évidemment pour les panélistes. Les questions devront être posées dans le chat du webinaire et seront répondues à la fin du webinaire. Madame Josiane Charret, conseillère en soins infirmiers dans l'équipe des infections nosocomiales, sera accompagnée de Dr Jasmin Villeneuve, médecin conseil à l'INSPQ et coordonnateur des activités scientifiques en lien avec les infections nosocomiales, coordonneront la période de questions à la fin du webinaire. Il est à noter que notre panéliste a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt. Alors, sans plus tarder, je vous présente Mme Chantal Richard, conseillère en soins infirmiers à l'équipe des infections nosocomiales de l'INSPQ. Chantal est détentrice d'un baccalauréat en microbiologie et d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Laval. Elle détient également un microprogramme de 2e cycle en prévention et contrôle des infections de l'Université de Sherbrooke. Elle œuvre dans le domaine de la PCI depuis maintenant 12 ans. Durant ces années, elle a acquis de l'expertise dans plusieurs secteurs, tant en soins de courte durée, de pédiatrie, soins à domicile qu'en soins de longue durée. Donc, Chantal, la parole est à toi. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Madame Grenier. Je vais donc vous partager mon écran. C'est bon, je pense que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait, super. Donc, il me fait un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier webinaire de la série 2021-2022 des webinaires de l'INSPQ. Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec vous pour le webinaire sur les mesures de prévention, de gestion et de contrôle des éclosions de SRAS-CoV-2 en milieu de soins. Donc, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt, comme Mme Grenier l'a mentionné au début de ma présentation. Par contre, je dois vous spécifier que je suis membre de l'exécutif de l'Association des infirmières en prévention des infections, AIPI, depuis les 3 dernières années à titre de secrétaire et tout nouvellement depuis le 16 septembre dernier comme vice-présidente. Maintenant, passons aux objectifs de la présentation. Le premier objectif sera de faire état des plus récentes mises à jour dans les recommandations de l'INSPQ sur les mesures de prévention, de gestion et de contrôle des éclosions pour les milieux de soins. À la fin de ma présentation, vous allez être aussi en mesure de décrire les actions à mettre en place à la suite de la découverte d'un cas ou de plusieurs cas de COVID en milieu de soins. Maintenant, les 2 prochaines diapositives font état du portrait des éclosions dans les milieux de soins, les éclosions qui sont actives présentement. Donc, les dernières données datent du 9 octobre 2021, donc c'est tout chaud. Je trouve important de vous faire ce portrait-là parce qu'on a tendance à penser que, dû à la vaccination d'un grand nombre de personnes, les éclosions sont quasi absentes des milieux de soins et de vie au Québec. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on voit là, vous voyez en pointillé, c'est les éclosions de l'an dernier en milieu de soins et de vie dans 2020-2021. Et vous voyez la ligne pleine
tout dans le bas, là, je ne sais pas si vous allez voir ma souris se promener, là, mais juste ici. Donc, on voit, là, on atteint on n'est vraiment pas dans le pic de l'année passée, là, chose qu'on est très content. Par contre, on voit qu'il y en a encore beaucoup dans les milieux de soins. Ici, ce tableau-là nous le montre vraiment par type de milieu de soins et de vie. Donc, si vous allez dans la portion de la semaine du CDC 40, on voit qu'il y a quand même une cinquantaine d'éclosions qui sont en vigueur présentement dans les différents milieux, tant dans les CHSLD, les milieux hospitaliers, les ARI, RPA, RTF, ou tout autre milieu qu'on peut qualifier de milieu de soins. Donc, le document duquel on va parler aujourd'hui, il est vraiment encore d'actualité et on souhaite ne pas en avoir besoin régulièrement dans les milieux, mais il est là pour vous épauler en cas de besoin dans vos milieux respectifs. Maintenant, la présentation du document. En fait, on a séparé le document en plusieurs sections. Il y a une section de définition, une section de préparation et prévention des éclosions. On aborde aussi les objectifs de l'enquête épidémiologique, la gestion des contacts d'un cas unique, que ce soit un usager ou un travailleur de la santé, la gestion d'une éclosion, la gestion de fin d'une éclosion, et il y a aussi inséré un aide-mémoire des définitions de contact étroit élargi et du statut vaccinal chez les usagers et les travailleurs de la santé. Quel est les buts du document gestion des éclosions? En fait, le premier but, c'est vraiment d'arriver à baliser la gestion des contacts d'un cas unique. Parce que comme vous l'avez sûrement remarqué pour ceux qui utilisent notre document, le document de l'INSPQ depuis le début, c'est que le document permet d'autant gérer une éclosion que de gérer un cas, les contacts d'un cas unique, que ce soit un usager ou un travailleur de la santé. Donc, pour les usagers asymptomatiques qui sont des contacts étroits et des contacts élargis, le document gestion des éclosions va permettre de déterminer les besoins d'isolement ainsi que les besoins de dépistage à effectuer pour ces usagers-là. Et quand on parle de travailleurs de la santé asymptomatiques qui sont des contacts étroits et élargis, mais à ce moment-là, il faut vraiment se référer au document gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins pour vraiment arriver à évaluer notre risque pour un travailleur de la santé et de voir si on a un besoin de retrait du travail et de dépistage. Donc, c'est super important de bien départager le but de chaque document. Donc, gestion des éclosions s'attarde vraiment au niveau des usagers pour ce qui est des besoins d'isolement et de dépistage à effectuer dans un cas unique. Et pour nos travailleurs de la santé, c'est vraiment dans un cas unique, ça va être la gestion des travailleurs de la santé qui va s'en occuper. Maintenant, le deuxième but de notre document, comme j'ai commencé à l'aborder un petit peu tout à l'heure, c'est de baliser la mise en place de nos mesures de gestion d'une éclosion. Donc, ce document-là, il permet d'énoncer les mesures de PCI à mettre en place pour une gestion d'éclosion, de déterminer les besoins d'isolement et les dépistages pour nos usagers qui sont des contacts étroits et contacts élargis en situation d'éclosion, et de déterminer les dépistages pour les travailleurs de la santé qui sont des contacts étroits et élargis. Donc, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous présenter les outils qu'on a à l'intérieur de ce document-là, la façon de bien les utiliser. Pour l'évaluation du risque et l'analyse d'un ISO préventif ou du retrait d'un travailleur de la santé qui aurait été exposé à un cas de COVID, à ce moment-là, il va avec le document gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins. Maintenant, cela m'amène à vous parler des principaux changements de la version 3.0 qui a été publiée le 29 septembre 2021. En fait, là, vous allez remarquer que tout de suite, le lendemain, le 30 septembre, on a dû publier une nouvelle version 3.1 parce que les choses évoluent vraiment très rapidement. Donc, on avait une partie du document à réajuster. Puis, je vous le mentionnerai un petit peu plus tard, c'était quoi le changement qui a été apporté dans la version 3.1.
Donc, un des changements qui a été fait, c'est vraiment des précisions dans la définition d'éclosion, la définition d'éclosion même. Alors, on a voulu mettre l'importance de mettre en place rapidement les mesures de PCI. Dès qu'on soupçonne qu'on est peut-être en présence d'une éclosion, on a 2, 3, 4 cas, on n'est pas sûr si c'est vraiment relié, mais on est mieux de mettre rapidement en place nos mesures d'éclosion que d'attendre, puis après ça, de devoir éteindre un feu. C'est toujours plus facile de retirer des mesures que d'essayer de contrôler un incendie qui est bien pris là, à ce moment-là. Et dans le même ordre d'idée, c'était de ne pas attendre la confirmation des variants. Parce que dans la situation actuelle épidémiologique, comme il peut y avoir plusieurs variants qui circulent, si on a 2 cas, par exemple, et que plus tard, on reçoit le résultat comme quoi on a un variant Delta et un variant Alpha, pour dire quelque chose. Là, on a 2 variants différents, en fait. Et on est mieux après de retirer, de seulement réajuster nos mesures en fonction de la consultation avec l'équipe de PCI là, que de récupérer par après. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans l'encadré rouge, là, je vous ai encadré vraiment ce sur quoi on a mis les spécificités. Pardon. Maintenant, une deuxième précision qu'on a apportée dans le document, c'était les précisions en lien avec les mesures pour le port de l'épi en zone chaude. Donc, c'était beaucoup en lien avec le port prolongé versus le retrait de l'épi entre chaque usager. Cette information-là, vous la retrouvez dans la section options d'hébergement du document. Et présentement, ce qui est important de savoir, c'est que dans la plus récente revue de littérature qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas de recommandations claires ou de données scientifiques qui démontrent qu'un choix, qu'une façon de faire est meilleure qu'une autre, qu'une pratique est meilleure que l'autre. Donc, quand on parle du port prolongé ou du retrait de l'épi entre chaque usager, ça dépend de la situation qu'on rencontre dans notre milieu ou sur notre unité. Donc, 2 choix sont possibles quant au port de l'épi en zone chaude. Si notre corridor est considéré comme une zone froide, c'est certain qu'à ce moment-là, notre zone froide étant notre zone qui est non contaminée, on va demander à ce que, obligatoirement, l'épi soit changé à la sortie de chaque chambre. Et si le corridor est considéré comme une zone chaude, à ce moment-là, on a 2 possibilités. On peut garder la même façon de faire que si notre corridor est une zone froide. Donc, on peut changer à la sortie de chaque chambre ou on peut changer notre épi à la sortie de la cohorte. C'est vraiment les équipes de PCI locales qui vont évaluer au niveau environnemental, au niveau qu'est-ce qui est possible de faire dans chaque milieu aussi, à savoir lequel des deux choix pour si notre corridor est considéré une zone chaude qui va être privilégiée dans chaque milieu. Maintenant, il y a aussi des recommandations de dépistage pour les travailleurs de la santé protégés suite à un contact avec un cas confirmé de COVID qui ont été ajustées. Il y a un arrimage qui a été fait avec la gestion des cas et des contacts en communauté, donc plus communément appelé le groupe GCC. Et on s'est vraiment assuré de s'arrimer avec eux. Et aussi, il y a un ajustement de la prise en charge des dépistages en fonction du statut immunitaire du travailleur de la santé, post-vaccination ou post-infection. Donc, si vous voyez ici à gauche, notre travailleur de la santé qui est considéré protégé, ce qu'on recommande maintenant au niveau des dépistages, c'est de faire minimalement un dépistage par TAN entre 3 à 5 jours suivant la première exposition. Et il y a une possibilité d'un deuxième dépistage selon l'évaluation du risque. Avant, on n'avait vraiment pas il n'y avait pas de dépistage qui était requis pour un travailleur de la santé considéré protégé. Mais considérant l'épidémiologie actuelle du variant Delta, les recommandations ont été ajustées en conséquence au niveau de la prudence aussi, à ce niveau-là. Et on notera que ce soit avec IMGA ou sans IMGA, la recommandation pour les travailleurs de la santé qui sont considérés protégés demeure la même.
Maintenant, on a aussi fait des ajustements dans les recommandations pour la durée d'isolement préventif des usagers. Donc, il y a aussi un arrimage avec la gestion des cas contacts en communauté qui a été fait. Et la durée d'isolement préventif des usagers est passée de 14 à 10 jours. Par contre, il est super important de poursuivre la surveillance des symptômes pour un total de 14 jours. Donc, on isole notre usager 10 jours et pour un 4 jours supplémentaires, on continue à surveiller nos symptômes, ce qui nous donne notre total de 14 jours qui on entre dans notre période d'incubation. Maintenant, je vais vous parler des outils complémentaires pour la gestion d'une éclosion qu'on a ajoutés au document. Donc, on a ajouté une liste de vérification qui est une checklist, en fait, là, sur les mesures à mettre en place lors d'une éclosion. Une chose importante à vous mentionner, c'est quand on rédige puis quand on élabore nos documents, la chose principale qu'on garde en tête, c'est vraiment de faciliter le travail au niveau du terrain. Donc, on travaille beaucoup pour donner des outils supplémentaires aux équipes, dans le fond, pour vous outiller, pour être en mesure de bien gérer les situations au niveau du terrain, de vous faciliter la vie aussi. Donc, cette liste de vérification-là a été produite dans cette optique-là. Là, je vais essayer de vous le montrer interactivement. On va voir si ça fonctionnait tout à l'heure. Vous allez retrouver cette liste de vérification-là sur le site web de l'INSPQ. Et voilà, le site. Donc, quand vous cliquez sur le document « Mesures de prévention, de contrôle et de gestion des éclosions en milieu de soins », vous arrivez dans des hyperliens ici. Donc, vous cliquez sur « Liste de vérification ». Là, je vais la chercher ici. Donc, elle devrait apparaître. Super. Et là, je vais vous la montrer. On l'a réalisé de façon interactive, vraiment dans un but que vous puissiez la compléter directement sur votre écran. Puis après ça, faire enregistrer sous, puis les garder dans vos dossiers. Donc, vous allez pouvoir la réutiliser puis remettre à jour vos mesures. Donc, on voit que, là, je mets, vous pouvez rentrer le nom de votre hôpital, la date, et par la suite, chacune des mesures qui a été faites, comme par exemple vos mesures administratives et organisationnelles, bon, mettons, seul inconforme, seul inconforme. Puis là, on arrive à la présence d'espaces bien délimités identifiés pour l'habillage et le retrait de l'épi. Ben non, il n'y en avait pas, mais pourquoi j'en avais pas? Je peux écrire en tout cas, vous comprenez un peu là, la façon de faire. Donc, vous voyez, c'est un peu ça ici, ça c'est notre deuxième partie au niveau des mesures administratives et organisationnelles. Et ça va ainsi jusque dans nos équipements de protection individuelle. Donc, voilà un outil de plus qu'on a ajouté pour vous aider. Là, je retourne à ma présentation. Ah, c'est celle-là ici. Super. Voilà. OK. Maintenant, le deuxième outil qu'on a ajouté, c'est l'aide-mémoire des définitions de contact étroit, contact élargi et statut vaccinal chez les usagers et les travailleurs de la santé. Tout ce qui est les définitions là, dans le document gestion des éclosions au début, je pense qu'il y a quasi 4 à 5 pages, si je ne me trompe pas, de définitions qui sont des fois assez complexes et longues à lire et à retenir. Donc, on a créé un aide-mémoire qui est sur une page recto-verso, donc facilement imprimable. Vous pouvez partir avec pour gérer vos situations. Donc, ça va être beaucoup plus facilitant pour vous au niveau du terrain aussi. Puis vous allez voir quand je vais vous présenter les prochains outils aussi tout à l'heure qui devraient avoir donné une plus-value au document. Maintenant, justement, en parlant des autres outils, on y arrive. On a fait une refonte complète des sections gestion des contacts d'un cas unique, tant usager que travailleur de la santé, et gestion d'une éclosion. On a retiré les algorithmes de gestion de cas unique et de gestion d'éclosion et on les a remplacés par des tableaux synthèse.
Donc, tableau synthèse qui intègre beaucoup plus d'éléments qu'on en avait auparavant et qui facilitent la gestion là, au niveau du terrain aussi. Et vous avez sûrement remarqué qu'on a allégé le texte de ces sections-là pour vraiment mettre l'emphase sur les tableaux synthèse. Donc, c'est sûr il y a quelques petites informations supplémentaires dans le texte, mais la grosse majorité de ce que vous avez besoin là, se retrouve dans les tableaux synthèse. En parlant des tableaux, mais en fait, on les a bâtis de façon à ce que ce soit facile d'utilisation, clair et concis pour ne pas avoir à aller regarder à 15 pages en même temps. Et on a 4 tableaux. Donc, les 2 premiers tableaux, le tableau 1 et le tableau 2, vont vraiment être axés sur les cas uniques confirmés de COVID. Et le tableau 3 et le tableau 3 et 4, pardon, sur la gestion des situations d'éclosion. Donc, c'est vraiment le cœur de notre document. C'est vraiment les outils super importants que vous devez connaître et je vous dirais qu'après les avoir utilisés une fois, là, on vient être capable de super bien naviguer là, dans ces tableaux-là. Donc, je vais vous les présenter un à un pour voir qu'est-ce qu'il y a de changé. Vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises dans les dernières semaines. Donc, on n'a pas mis de jaune dedans parce que il y aurait eu du jaune partout. Donc, considérez que c'est la base de vos interventions et devant vous. Donc, la façon qu'elles ont été conçues, on a nos usagers contact étroit et contact élargi et nos travailleurs de la santé contact étroit et contact élargi. On a une section dépistage, une section isolement et une section autres mesures. Donc, le tableau 1, on parle d'un cas unique confirmé de COVID, un cas qu'on connaît, qu'on sait d'où il vient. Donc, il est soit communautaire ou nosocomial de source connue. En fait, moi, je l'appelle mon petit cas facile. C'est celui qu'on sait d'où il vient, puis on ne se pose pas trop de questions, puis on embarque dans notre tableau. Donc, pour notre usager, dans cette situation-là, un usager qui est contact étroit, peu importe notre statut immunitaire, va devoir faire un dépistage entre 3 à 5 jours suivant la première exposition, ou plutôt si la situation épidémiologique le requiert. Vous allez voir aussi là, que selon les différentes situations épidémiaux locales ou régionales, il va être possible là, pour l'équipe de PCI de devoir adapter là, ces recommandations-là aussi. On donne les recommandations, mais il n'est jamais interdit d'en faire plus là, si vous jugez que la situation le requiert dans votre situation à vous. Donc, entre le jour 3 et le jour 5 suivant la première exposition et un autre dépistage à faire au jour 8 ou 9 après la dernière exposition. Au niveau des isolements, la décision a été prise de séparer les les usagers considérés protégés. On ne recommande pas d'isolement. Par contre, si vous êtes capable de maintenir à la chambre et selon vos modalités locales lorsque possible, c'est bien de le faire. Pour nos usagers contact étroit, partiellement protégés ou non protégés, il y a un isolement préventif de 10 jours qui est demandé. Et ne pas oublier que peu importe le statut immunitaire, on doit faire une surveillance stricte des symptômes jusqu'à 14 jours après la dernière exposition. Pour ce qui est de nos usagers contact élargi, il n'y a aucun dépistage qui est requis, aucun isolement et au niveau des autres mesures non plus, considérant qu'on sait d'où notre cas provient. Vous allez voir dans le bas du tableau ici, quand je vous disais qu'on devait porter une attention à quel est le but du document gestion des éclosions, pour ce qui est des travailleurs de la santé, contact étroit et contact élargi, on réfère directement à gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins. Donc voilà pour le tableau 1. Le tableau 2. Le tableau 2, on parle d'un cas unique confirmé de COVID, mais un cas qui est nosocomial de source inconnue. Donc, on sait qu'il l'a acquis chez nous, mais après notre enquête épidémiologique, on n'a aucune idée d'où il vient. Donc, ce qu'on a à faire dans cette situation-là,
c'est les mêmes dépistages pour nos usagers contact étroit. Par contre, nos usagers contact étroit qui sont considérés protégés, on va les isoler jusqu'au résultat du premier test de dépistage si celui-ci revient négatif. Mais nos partiellement protégés ou non protégés, on va y aller avec un isolement de 10 jours. Sans oublier notre surveillance stricte des symptômes jusqu'à 14 jours après la dernière exposition. Pour nos usagers contact élargis, non considérés protégés, il n'y a pas de dépistage qui est requis, sauf dans un contexte où il y aurait des nouveaux cas découverts lors du premier dépistage là, des contacts étroits. Mais à ce moment-là, on va être comme en éclosion, donc il faut se référer au tableau 3 ou 4 là, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Nos contacts élargis qui sont partiellement protégés ou non protégés, ça va vraiment être selon le contexte et l'évolution de la situation épidémiologique de votre situation. Et il n'y a pas d'isolement préventif de requis pour les contacts élargis, à moins que des nouveaux cas ont été découverts lors des dépistages des contacts étroits. Et ici, vous voyez qu'au niveau du tableau 2, c'est la même chose pour ce qui est des contacts étroits et élargis travailleurs de la santé. On va référer au document Gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins. Notre tableau 3 maintenant. Maintenant, on rentre dans notre situation d'éclosion proprement dite. Donc, notre tableau 3 va parler d'une situation d'éclosion quand notre source d'éclosion est connue et que notre lien épidémiologique est connu. Donc, c'est une éclosion qu'on espère qui va bien. Fait que vous voyez, dans cette situation-là, notre usager contact étroit, on va le dépister peu importe le statut immunitaire. On ne fait pas de différence. Donc, on les dépiste dès la découverte du deuxième cas ou entre le jour 3 et 5 suivant la première exposition. Et on va ensuite les dépister chaque 3 à 7 jours jusqu'à 14 jours post-dernier cas. Donc, il y a minimum 2 à 3 dépistages là, qui doivent être effectués dans cette situation-là. Nos contacts étroits, usagers, considérés protégés, on ne les isole pas, mais si on est capable de les maintenir à la chambre, on va le faire. Par contre, nos partiellement protégés ou nos non protégés, on va les isoler du jour. Et, bien important, on continue notre surveillance stricte des symptômes jusqu'à 14 jours après la dernière exposition. Au niveau de nos usagers qui sont contacts élargis, peu importe le statut immunitaire, il n'y a pas de dépistage requis, sauf si on découvre d'autres cas. Fait que, quand on découvre des cas, ben, on va aller fouiller pour voir si on n'a pas dans nos contacts élargis des gens qui ne seraient pas positifs non plus. Par contre, on n'isolera pas ces gens-là, nos contacts élargis. Mais notre surveillance stricte des symptômes est toujours bonne, là, est bonne pour toutes. Là. Notre surveillance jusqu'à 14 jours après la dernière exposition. Ici, vous voyez, c'est différent des tableaux de gestion de cas uniques. Nos travailleurs de la santé contact étroit et contact élargi, on donne les indications dans nos tableaux de dépistage. Par contre, pour les indications de retrait, il faut vraiment se référer au document Gestion des travailleurs de la santé parce que les indications de retrait sont faites en fonction du type d'exposition et du port de l'épi. Donc, pour nos travailleurs de la santé contact étroit, on dépiste dès la découverte du deuxième cas ou entre 3 à 5 jours. En fait, je dirais que souvent, quand on se rend compte qu'on a notre deuxième cas, on est pas mal rendu dans le délai de minimum 3 à 5 jours là, suivant la première exposition. Et il y a des dépistages supplémentaires selon l'évaluation du risque qui peuvent être réalisés là, dans cette situation-là. On a mis l'exemple de dépister chaque 3 à 7 jours jusqu'à 14 jours post-dernier cas positif. C'est certain que les travailleurs de la santé qui sont en contact étroit doivent faire une surveillance des symptômes jusqu'à 14 jours après la dernière exposition. Et nos partiellement protégés ou non protégés, ils doivent s'auto-isoler, faire un auto-isolement strict lorsqu'au travail. Pour nos travailleurs de la santé qui sont en contact élargi, peu importe le statut immunitaire, les dépistages sont non requis et l'isolement est non requis. Par contre, ils doivent auto-surveiller leurs symptômes. Alors voilà pour le tableau 3. Le tableau 4.
le tableau 4, c'est notre éclosion que personne ne veut avoir. En fait, notre source d'éclosion est inconnue, notre lien épidémiologique est inconnu, notre éclosion dérape, elle ne va pas bien, le feu est pris et on veut essayer d'éteindre notre feu. Donc, vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a plus de, mesures là, de recommandations là, à mettre en place. Donc, nos usagers contact T3, on va les dépister. On va les dépister là, comme l'autre tableau. C'est la même chose que le tableau 3. Par contre, nos considérés protégés qu'on n'isolait pas ici, on les isole jusqu'au résultat du premier test. Ensuite, on les mettait à la chambre si c'est possible de le faire. Mais nos partiellement protégés, nous allons les isoler. 10 jours. Toujours avec la surveillance stricte des symptômes. Ensuite de ça, nos contacts élargis. Peu importe le statut immunitaire, on les dépiste de la découverte du cas et on répète au besoin. Non requis pour l'isolement. Vous voyez, c'est un peu le même pattern. Là. Donc, les contacts étroits travailleurs de la santé, on fait aussi des dépistages récurrents. Et les indications de retrait, comme je l'ai mentionné, c'est l'autre document, mais nos contacts élargis, travailleurs de la santé, on ne les isole ou les retire pas du travail. Alors voilà, pour le tableau 4, j'ai passé en revue pas mal les tableaux. Maintenant, on va voir des mises en situation. Donc, la mise en situation 1. Vous travaillez comme conseillère en PCI à l'hôpital Beaupassant. En fin d'après-midi, vous recevez un appel de l'AIC de l'unité de cardio. Elle vous informe que Mme Doucet, dans la chambre 208A, Mme Doucet a été admise il y a 15 jours pour une insuffisance cardiaque. Elle débute des symptômes de fièvre et toux depuis la nuit dernière. Il y a un test de dépistage du SRAS-CoV-2 qui a été fait et le résultat est ressorti positif. Donc, elle vous dit aussi que Mme Doucet est sortie de sa chambre plusieurs fois pour marcher au corridor depuis son admission. Elle ne fait pas d'errance, donc elle est bien restée dans le corridor, mais le port adéquat du masque est difficile parce que ça la rend essoufflée quand elle se déplace. Donc, suite à votre enquête épidémiologique, vous n'avez pas pu localiser la source de transmission. Donc, vous n'avez aucune idée d'où ça vient, puis de qui elle a pu attraper la COVID. Donc, la question que je vous pose, c'est quel tableau du document gestion des éclosions allez-vous utiliser pour la gestion de cette situation? Et là, il y a la question qui apparaît. Donc, je vous invite à répondre à la question. Je vais vous donner quelques secondes, un petit peu de temps, puis je vais continuer par la suite. Est-ce que ça fonctionne? Parce que moi, je vois rien qui rentre. Oui, Chantal, je leur donnerai peut-être un autre quelques secondes, puis après ça, je vais afficher les résultats. OK, parfait, super, merci beaucoup. Alors, voilà, on voit ici la majorité, 61%, dit le tableau 2. Il y a un 22% pour le tableau 4. Parfait, bien, la majorité, en fait, la réponse, c'est le tableau 2.
parce que vous êtes dans un cas, unique. Donc, vous avez un cas sur votre unité, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, c'est notre tableau 2 qui dit que notre source est nosocomiale, mais inconnue. Comme elle a été admise depuis 15 jours, vous savez que ça a été acquis dans votre milieu de soins, donc sur l'unité de... Vous supposez que c'est l'unité de cardiologie. Donc, voilà. Maintenant, OK, ouais, en plein ça. Bon, maintenant, je vous demande, pardon, quelles recommandations allez-vous donner en regard des dépistages et de l'isolement préventif pour l'usager du 208B? En fait, le contact étroit là, dans la chambre de Mme Doucet, là, elle a une personne, un usager avec elle dans sa chambre. Cet usager-là a été admis il y a 4 jours et c'est un usager qui est partiellement protégé. Donc, est-ce que vous allez A, recommander aucun dépistage et aucun isolement préventif? B, recommander aucun dépistage, mais un isolement préventif de 10 jours? C, recommander un dépistage entre 3 à 5 jours suivant la première exposition, plus un dépistage au jour 8 ou 9, et un isolement jusqu'au résultat du premier test, si celui-ci ressort négatif. Ou D, vous allez recommander un dépistage entre 3 à 5 jours, plus le dépistage au jour 8-9, et vous allez l'isoler préventivement pour une durée de 10 jours. Alors, je vous invite encore une fois à voter. Donc, un autre quelques secondes pour voter. Ensuite, je partage le résultat. Alors, la majorité, 85%, pardon, me disent dépistage entre 3 à 5 jours, plus le dépistage au jour 8 et 9, et on isole préventif pour une durée de 10 jours. Ensuite, on a 14% pour la réponse C. En fait, la réponse, c'est C. Parce que votre contact étroit, il est partiellement protégé. Donc, si vous... Pardon. OK. Donc, si vous voyez ici, vous avez votre usager, là, on a notre tableau 2. Vous avez votre usager qui est contact étroit. Donc, vous le dépistez dès la découverte du cas ou entre 3 à 5 jours, au jour 8 et 9. Mais comme il est partiellement protégé, vous devez l'isoler préventif pendant 10 jours. Donc, c'était là la petite pogne, là, il était partiellement protégé. S'il avait été considéré protégé, on aurait été jusqu'au résultat du premier test. Maintenant, suite à vos recommandations, l'usager du 208B est mis en isolement préventif. Un dépistage est effectué. Le résultat revient négatif. Par contre, 6 jours après le début de son isolement, l'usager du 208B et l'usager du 210, par hasard, ils débutent des symptômes quasi en même temps. Ils débutent des symptômes de diarrhée, céphale intense et fièvre. Là, maintenant, quel tableau du document gestion des éclosions vous allez utiliser pour gérer cette situation-là? Encore une fois, on vous laisse du temps pour répondre.
Alors, on est tableau 3, 57 %. Excellent. C'est en plein ça. En fait, là, vous allez être dans une éclosion parce que vous avez un usager qui a commencé des symptômes. Ce que je n'ai pas mis et que j'aurais dû mettre dans ma vignette, là, je viens de le réaliser, c'est que j'aurais dû mettre qu'il y a des prélèvements qui ont été faits. Ça vous aurait peut-être plus enligné là, à l'usager du 208B et du 210 qui ont débuté des symptômes et ils ont eu des résultats positifs. Donc, on est bel et bien en gestion d'éclosion. Et comme on connaît la source qui est sans doute le Madame Doucet, là, qui s'est promenée un peu au corridor aussi et qui était quand même dans la même chambre que notre 208B, on utilise notre tableau 3. Donc, notre tableau 3 que j'ai ramené ici. Maintenant, je vous amène à ma mise en situation numéro 2. Vous avez Mme Gingras, qui est une résidente d'une RPA, qui est admise à l'hôpital Ça va bien aller pour une fracture de la cheville. Elle débute des symptômes de fatigue et de myalgie 48 heures après son admission. Il y a un dépistage de SRAS-CoV-2 qui est fait et le résultat revient positif. En questionnant la dame, vous apprenez que sa fille l'a appelée ce matin pour lui dire que son petit-fils de 5 ans est malade et est COVID-19 positif. La dame est allée souper chez sa fille et a joué avec ses petits-enfants dans les jours précédant son admission à l'hôpital. Alors, dans cette situation-là, quel tableau du document gestion des éclosions vous allez utiliser pour gérer cette situation-là? On va vous afficher. Super. Alors, quelques instants encore, puis on affiche les résultats. Donc, le tableau 1 à 89 %. Puis après ça, ça se répartit pas mal égal dans les deux. Effectivement, pour la mise en situation 2, c'est vraiment le tableau 1 qui est à utiliser. En fait, on a ici un cas qui est d'origine communautaire. C'est pas un... Madame Gingras n'a pas acquis sa COVID à l'hôpital. Elle a été en contact à l'extérieur du milieu de soins. Donc, on utilise bel et bien le tableau numéro 1. Maintenant, dans cette situation-là, quelles recommandations allez-vous donner en regard des dépistages et de l'isolement préventif pour l'usager qui partage la même chambre que Mme Gingras? Sachant que le rideau séparateur a toujours été bien positionné entre les deux usagers, que les deux sont aptes à respecter les consignes qui leur sont données et que les deux sont adéquatement protégés. Donc, pas la réponse, mais les choix de réponse, pardon. Aucun dépistage, aucun isolement préventif. On va, B, dépister entre 3 à 5 jours suivant la première exposition, mais on ne fera aucun isolement préventif. On va dépister entre 3 à 5 jours suivant la première exposition, plus au jour 8-9, et on va isoler jusqu'au résultat du premier test s'il est négatif. Et le D, dépistage entre le 3 à 5 jours suivant la première exposition, plus un dépistage au jour 8 et 9, post-dernière exposition et aucun isolement. Donc, je vous laisse le temps pour répondre. Encore quelques secondes.
Alors, ici, on a en majorité du C, petit peu de D, aucun dépistage et aucun isolement préventif. En fait, je m'excuse, je joue sur 2 écrans, donc il faut que je reclique sur ma souris. Donc, ici, vous voyez, nous avons notre contact étroit qui est dans la même chambre et peu importe son statut immunitaire, on le sait, il est adéquatement protégé. Donc, on a notre 3 à 5 jours et au jour 8 et 9, donc ça pourrait être le C ou le D, mais par contre, comme il est considéré protégé, c'est non requis. Donc, on se trouve à être ici, au niveau du D. Donc, la réponse était D. Maintenant, je vous amène à notre dernière mise en situation, qui est la mise en situation 3. Vous travaillez comme conseillère en PCI d'un CIUS et vous couvrez aussi plusieurs CHSLD. En milieu d'après-midi, vous avez l'AIC du CHSLD Jardin du Bonheur qui vous appelle parce que depuis ce matin, elle a plusieurs usagers qui ont débuté divers symptômes comme la fièvre, mal de gorge, fatigue, céphalée. Au total, elle rapporte qu'il y a 8 usagers symptomatiques sur 27. Donc, c'est quand même significatif. Et il y a 2 membres du personnel qui ont dû retourner à la maison ce matin pour quasi les mêmes symptômes. Donc, suite à votre enquête épidémiologique, vous n'avez pas pu localiser la source de transmission. Et c'est certain que quand on reçoit un appel comme ça, on doit agir très rapidement pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous demande quel va être le tableau que vous allez utiliser dans le document gestion des éclosions. Encore une fois, je vous donne une vingtaine de secondes pour y répondre. Je pense qu'on continue à rentrer un petit peu. Donc, on a une majeure 87% pour le tableau 4. Effectivement, c'est bel et bien le tableau 4 qu'on a à utiliser. C'est le tableau que j'ai mentionné qu'en fait, on aimerait à jamais avoir à utiliser, mais il est là au besoin. Donc, c'est vraiment notre tableau éclosion de COVID, source de l'éclosion inconnue ou lien épidémiologique inconnu. Donc, voilà pour les mises en situation. C'était ce qui terminait la présentation d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, comme mentionné au début de ma présentation, c'est certain que les éclosions sont encore présentes dans les différents milieux de soins. Donc, c'est important de rester vigilant et d'appliquer rapidement les mesures de gestion d'une éclosion quand on soupçonne qu'on est en présence d'une telle situation. Le but respectif des documents gestion des éclosions et gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins sont différents. Donc, je l'ai à quelques reprises, je l'ai mentionné durant la présentation. Donc, c'est important de bien départager le but de ces 2 documents-là, bien qu'ils sont complémentaires. Souvent, on utilise les 2 pour travailler une situation. C'est important de bien analyser la situation rencontrée pour utiliser les bons outils à l'intérieur du document gestion des éclosions. C'était un peu le but des mises en situation. C'est certain que là, vous n'aviez pas devant les yeux les documents, mais ça vous montrait quand même la façon de les utiliser. Et pour terminer, je voulais vous mentionner qu'il y a une mise à jour des différents documents PCI qui est en cours pour faire l'arrimage avec les recommandations du document. Pardon, gestion des éclosions. Ça tombe bien.
on termine. Merci beaucoup de votre attention et il va me faire plaisir là, de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, merci beaucoup, Chantal, pour cette belle présentation. Donc là, juste avant de passer à la période de questions, je vais juste vous passer quelques messages importants. Donc, premier message important, c'est en ce qui a trait au formulaire d'évaluation. Donc, vous allez avoir dans le lien un lien dans le chat concernant ce formulaire-là qui va être à remplir. Ça va être également disponible par courriel que vous allez recevoir après le webinaire. Pour nous, des unités de formation continue, dans le fond, la façon que ça va fonctionner, c'est après le dernier webinaire, c'est-à-dire en décembre, vous allez recevoir en fait un courriel pour votre demande d'accréditation. Juste prendre note que pour le prochain webinaire, c'est jeudi le 21 octobre 2021, donc la semaine prochaine. Ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc, on va avoir 2 panélistes. Il s'agit de Dr Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'INSPQ, ainsi que Dr José Mascotte, qui est également médecin à l'INSPQ. Donc, ça va être vraiment le sujet sur les mesures de prévention au niveau de la gestion des travailleurs de la santé. Puis, Dr Dessert va aussi nous faire une présentation en ce qui a trait à l'efficacité vaccinale. Pour le niveau des questions-réponses, donc là, en fait, on va commencer la période de questions-réponses. Puis, pour ceux qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, en fait, ce qu'on va faire, c'est ultérieurement, on va rendre disponible sur le site web les questions qui n'ont pas pu être répondues avec les réponses. Donc, on va commencer au niveau de la période des questions. Je vais cesser mon partage. Si tu veux, Chantal, tu pourras remettre ta présentation pour au niveau des questions. Ça va peut-être être aidant pour certaines de ces questions-là. Donc, on a eu une première question qui est ici, un usager a un contact étroit. Exemple, le 7 octobre, puis il a son congé le 10 octobre. Pour les dépistages en RPA, est-ce que le jour 3 à 5 va débuter du 7 octobre ou du 10 octobre? Puis ça, c'était autour quand on était rendu dans l'explication du tableau 1. Ça va aller mieux si je me démute pour répondre à la question. Vous m'avez dit, c'est quand on parlait autour du tableau 1. Je monte au tableau 1. Alors voilà, je mets le tableau 1. Donc, si j'ai bien compris, c'est un usager qui est un contact étroit, mais qui a quitté. C'est bien ça? Josiane, peux-tu me... Oui, dans le fond, ben, en fait, c'est juste marqué si l'usager a un contact étroit, exemple le 7 octobre et a son congé le 10 octobre pour les dépistages en RPA. Fait que c'est sûr, peut-être qu'il n'y en a pas tous les détails, là. Donc, des fois, c'est un peu plus dur à répondre à ce moment-là. Mais je ne sais pas si tu es capable de répondre pour au niveau des jours de dépistage. Dans le fond, eux, ils veulent savoir si le jour 3 à 5 de dépistage débute le 7 octobre ou le 10 octobre. Sachant que l'usager a un contact étroit le 7 octobre puis qu'il a son congé le 10 octobre. OK. Mais en fait, là, on va commencer à calculer à partir le jour suivant la première exposition. Donc, même s'il a son congé, en fait, pour notre premier dépistage, c'est suivant la première exposition. Donc, le jour 3 à 5 suivant la première. Fait que là, je ne sais pas, là, dans la mise en situation mentionnée, on ne le sait pas depuis quand il est dans la même chambre aussi. Donc, mais par contre, pour le jour 8 ou 9 après la dernière exposition, bien là, c'est là qu'il va devoir être calculé à partir, s'il a quitté le 7 et qu'il a eu son dernier contact le 7, bien, le jour 8 ou 9 va être calculé à partir du 7. Fait que voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, si ça l'a répondu, là, mais... Parfait. Merci, Chantal. Une autre question, c'est plus au niveau du tableau 4, c'est que voulez-vous dire par auto-isolement strict au travail? Pouvez-vous donner un exemple?
Oui, en fait, un auto-isolement strict lorsqu'au travail, c'est qu'on ne veut pas que l'employé qui va, il va aller travailler, il va exécuter ses fonctions, mais on va demander à ce qu'il ne mange pas dans la même salle à manger, par exemple. D'essayer de rester un peu à l'écart aussi. Fait que c'est vraiment ce qu'on veut dire par auto-isolement strict lorsqu'au travail. C'est essayer de ne pas aller manger dans une salle où il y aurait 10 personnes qui mangent. Qui mangent en même temps puis qui ne sont pas distancés puis qui n'ont pas de masque, là, par exemple. Donc, voilà. Parfait, merci Chantal. J'ai une autre question. En fait, c'est plusieurs questions en une. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Quelle est la durée du maintien à la chambre pour les usagers asymptomatiques qui sont des contacts étroits considérés protégés? Puis là, ici, on parle d'une éclosion de source inconnue. Là, c'est 10 ou 14 jours. Ça, c'est un peu plus au niveau du premier questionnement, ou dans le fond, à se questionner sur le 10 ou 14 jours ou la durée de l'éclosion, puis je poserai l'autre question après. OK. En fait, au niveau de la durée de l'isolement, c'est pour les considérer protégés, hein? Si je me trompe, juste pour être sûr que je réponds à la bonne chose, Josiane? C'est exactement ça, pour les considérer contacts étroits considérés protégés. Parfait. Ça va être un 10 jours. Comme on isole préventif nos partiellement protégés et nos non protégés jusqu'à 10 jours, bien, c'est certain que, pardon, si on est capable d'isoler nos autres pour un total de 10 jours, ça serait pour un total de 10 jours. Mais on surveille pour un total de 14 jours. Au niveau de... C'est un peu mêlant, là. Jasmin, est-ce que tu peux juste compléter si jamais j'ai dit quelque chose qui ne fait pas de sens? Excuse, j'ouvre mon micro. Non, effectivement, c'est 10 jours l'isolement. Puis l'autre portion de la question est, est-ce que les usagers contacts étroits considérés non protégés, qui doivent être isolés pendant 10 jours, doit-on poursuivre un maintien à la chambre pour les jours 11 à 14? Bien, en fait, c'est une excellente question. On ne l'a pas indiqué dans nos recommandations, donc je serais un peu mal à l'aise de vous dire de le continuer pendant de le continuer. Mais en fait, je voudrais que si on respecte la même logique que pour le considérer protégé qu'on maintient à la chambre pendant 10 jours, je ne maintiendrai pas à la chambre plus longtemps mon partiellement protégé ou mon non protégé. Par contre, je continuerai une surveillance des symptômes jusqu'à 14 jours après la dernière exposition. Parfait, merci. Dans le fond, j'ai une question. Bonjour, je me questionne sur les mesures à mettre en place pour les contacts étroits d'un cas unique de source connue. Donc, on parle du tableau 1. Aucune précaution lorsque considéré adéquatement protégé. Nous avons très peu de chambres privées dans nos installations, dont les cas contacts étroits protégés seront placés dans des chambres semi-privées à lits multiples. Si on prend en considération qu'une personne adéquatement protégée peut contracter et transmettre la COVID, comment justifier de placer ces cas avec d'autres usagers qui pourraient, eux, ne pas être vaccinés? Ouais, ça, c'est sûr, c'est une question un peu plus complexe qui va des fois peut-être plus au-delà de nos recommandations. Mais je ne sais pas si tu serais en mesure de répondre à cette question-là, Chantal. Je vais être très franche, là, je ne suis pas certaine que je vais être en mesure de répondre là, adéquatement à cette question-là parce que c'est vraiment au niveau de l'organisation, l'organisation de vos chambres. Avez-vous fait encore des zones? Est-ce que vous avez cohorté les... avez-vous fait des cohortes? Fait c'est certain que si vous n'avez pas toutes des chambres privées, puis je suis très, très, très consciente, là, puis toute l'équipe, on est conscient aussi que ce n'est pas la majeure des établissements, mais malheureusement, je vais être très franche, je sais pas, je ne saurais pas quoi répondre à cette question. Peut-être que Jasmin, tu as peut-être une piste de solution pour moi. Bien, en fait, comme tu dis, il faut faire attention. Il y a des particularités dans les milieux qui font qu'on peut toujours adapter les mesures qu'on peut mettre en place. Ce qu'on a regardé dans nos recommandations, c'est quand on a un cas, on connaît la source. Disons que c'est un travailleur de la santé qui a travaillé malade et on a un usager
qui l'a attrapé, on connaît la source, on a un seul cas, on pourrait ne pas mettre en isolement les personnes protégées. Par contre, on les dépiste parce qu'on considère qu'on connaît les expositions, les risques et tout ça. Donc, on ne veut pas isoler toute une unité ou tout le monde parce que c'est beaucoup de mesures à mettre en place. Par contre, s'il y a des facteurs qui font que vous n'êtes pas certain des contacts, des expositions, ou si vous mettez des gens à risque, vous pouvez aller au-delà et mettre des mesures un peu plus pour l'ensemble des contacts. Vous pouvez ne pas prendre de chance. Et c'est un des messages qu'on veut passer dans le document. J'ai vu passer quelques questions, commentaires, entre autres avec les variants. Il vaut toujours mieux mettre plus de mesures d'emblée, comme l'a dit Chantal, et on peut les retirer après, que d'attendre et d'avoir une éclosion à gérer. Donc, c'est un peu les messages à passer. Vous pouvez toujours les adapter. Mais quand on connaît bien les trajectoires, les expositions, il n'est pas nécessaire de mettre d'emblée tout le monde en isolement quand on a bien fait le tour là, des expositions, des contacts, quand on a réussi à les retracer. Merci beaucoup, Jasmin. Merci pour les explications. Dans le fond, au niveau de la question 2, il y a peut-être juste une petite coquille qui s'est infiltrée au niveau de la réponse. En fait, la réponse était D dans les explications, mais C dans le tableau. Fait que dans le fond, il y avait comme deux situations qui étaient comme contradictoires. Fait que ça va être la réponse, ça serait D là, de ce que je voyais. Oui, tout à fait. Je m'excuse. Effectivement, c'est vraiment une coquille. Ça veut juste dire que vous avez suivi et que vous êtes excellent. Parce que vous avez bien repéré la bonne réponse. Puis il y en avait aussi une peut-être au niveau de la 5e question, mais je n'ai pas pu capter exactement parce qu'en fait, on a vu des questionnements à ce niveau-là. Ça se peut des fois, il y a peut-être eu des problématiques avec les questions, puis les questions qu'il y avait sur les diapositives. C'est des problèmes qui peuvent arriver malheureusement, là, puis là, il fallait que ça arrive à la présentation. Mais veux-tu juste nous parler un peu plus, Chantal? Je pense que c'était ta question 5. Je pense qu'il y avait des questionnements par rapport à la réponse exacte. Question 5. Dans la mise en situation 2? C'était dans la 5, numéro 5, si je me souviens, la question 5, je crois. 1, 2, 3, 4. Ma question 5 est dans la mise en situation 2. Parce que de ce que je vois, c'est le B de l'écran est celui du choix de réponse et ne sont pas les mêmes. Dans le fond, il n'y avait peut-être pas les mêmes réponses avec. En fait, ce qu'on va faire, là, c'est que je vais prendre le temps là, d'analyser cette question-là, puis on la mettra dans les questions-réponses, parce que comme ça, là, j'ai un peu de misère là, à jouer dans les tableaux en direct comme ça, mais à tête reposée, là, je vais vous renvoyer. Puis ce que je préfère aussi, c'est vous renvoyer les mises en situation, les questions avec vraiment les bonnes réponses là, pour que vous puissiez être en mesure de vraiment reprendre les mises en situation puis de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est là. C'est super. Fait qu'on va le mettre sur le... pour ces petits imbroglios. On va le mettre sur le site Internet avec grand plaisir. Donc, j'ai une autre question. C'est dans la dernière vignette, cela veut dire que nous allons demander un dépistage d'unité sans la confirmation des résultats de dépistage des 8 résidents du CHSLD? En fait, si vous vous fiez à ce que j'ai dit, ça serait oui, mais la réponse est non. C'est vraiment, on va attendre d'avoir au moins deux résultats positifs, d'avoir une éclosion confirmée. Donc, comme dans ma mise en situation 2, j'avais oublié de mettre qu'on avait bel et bien effectué des dépistages et qu'ils étaient positifs. Fait que c'est certain que avant de partir, là, tout le grand branle-bas de combat des dépistages élargis vraiment, on va s'assurer qu'on est bien en présence de la COVID, là, parce que si on est en présence d'autres choses, on va agir de façon différente. Fait que si on a prélevé nos 8 usagers, puis que sur les 8 usagers, j'en ai 6 sur 8 qui reviennent positifs, ben, on saura que c'est ça. Mais si j'ai 0 sur 8 et qu'on est en présence d'un autre virus respiratoire, on n'est pas en présence d'une éclosion de COVID, effectivement. J'ai une autre question. Pouvez-vous définir la notion de maintien à la chambre? OK. Maintien à la chambre, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est d'essayer d'éviter le plus possible la circulation de cet usager-là. Donc, si on est capable, si c'est un usager qui coopère, on va simplement dire, essayer de ne pas sortir au corridor, sans faire un isolement, sans s'habiller au complet, blouse, gants, masque ou peu importe le type de précaution là, additionnelle nécessaire dans cette situation-là.
c'est d'essayer de garder l'usager dans son environnement immédiat à lui le plus possible. On n'empêchera pas d'aller passer des examens, il faut avoir une certaine logique aussi. Voilà. J'ai une autre question. Pourquoi dans la mise en situation numéro 2, l'usager contact est considéré contact étroit, le rideau était fermé et les 2 usagers respectaient les mesures? Effectivement. J'avoue ne pas savoir quoi répondre. Dans la mise en situation. Dans la 2. Dans celle-là, ici. Dans la mise en situation 2. Ici. Okay. Jasmin, est-ce que tu as une réponse plus détaillée que moi ou c'est une coquille qui s'est glissée dans ma mise en situation? En fait, c'est ça, quand on regarde la mise en situation, quand on regarde les définitions de contact étroit et élargi, ça correspond plus à un contact élargi. Donc, la réponse serait en fonction du contact élargi, effectivement. Par contre, la situation voulait présenter un contact étroit et les recommandations à faire, mais à ce moment-là, mais je pense que les gens ont quand même bien suivi les définitions, là. Si toutes ces conditions-là n'étaient pas remplies, c'est vraiment la recommandation d'un contact étroit qu'il faudrait appliquer. Merci. Là, je suis en train de regarder pour au niveau des questions. Ce ne sera pas bien long. Ici, j'ai une question. Je ne suis pas certaine de comprendre, lorsque nous sommes dans un contexte d'éclosion avec source inconnue, si le contact étroit est considéré protégé, l'isolement sera seulement jusqu'au résultat du premier test du dépistage négatif. Point d'interrogation. Oui, en fait, oui. Là, on parle. Tu peux-tu la répéter, Josiane, s'il te plaît? Avec plaisir. Je ne suis pas certaine de comprendre, lorsque nous sommes dans un contexte d'éclosion avec source inconnue, si le contact étroit est considéré protégé, l'isolement sera seulement jusqu'au résultat du premier test de dépistage négatif. Oui, tout à fait. C'est bel et bien ça. Enfin, on a départagé nos usagers contact étroit considérés protégés et des considérés partiellement protégés ou non protégés. Donc, c'est vraiment la décision que le 5 a pris, le Comité des infections nosocomiales du Québec, qu'au niveau des protégés, on va s'assurer que le premier test de dépistage est négatif. Et par la suite, on va pouvoir lever là, l'isolement préventif pour un usager contact étroit considéré protégé. Alors oui, c'est bel et bien ce qui est inscrit, là, ce qui est inscrit au tableau. Parfait. Pour un... ouais, bon, ça... Excusez, il y a beaucoup de commentaires. Bon, pas tant de questions, beaucoup de commentaires, là. Contact étroit, tableau. Puis, si je peux me permettre aussi, là, parce que la question du rideau séparateur là, me chicote un peu là, depuis tout à l'heure, mais c'est certain qu'il y a plusieurs éléments à évaluer. Là, là on a mis le rideau séparateur, mais il faut voir l'environnement, là, il est comment? Est-ce que, oui, ils ont bien respecté, mais est-ce qu'on est sûr à 100% tout le temps qu'ils ne se sont pas approchés, qu'ils ne se sont pas assis un à côté de l'autre pour parler, qui n'utilisent pas un lavabo commun, un environnement commun, qui n'ont rien de commun, là. C'est sûr que s'ils n'ont rien de commun, on est sûr que c'est effectivement pas des contacts étroits, mais il y a vraiment là, une analyse de la situation là, à faire à ce niveau-là. C'était juste ça que je voulais apporter comme précision. Ben, il y a certaines personnes qui répondent aussi au niveau du partage des toilettes, là, en particulier. Ouais, au niveau de la problématique qu'il peut avoir. Là. Donc,
Ce sera pas bien long. Bon. On a une question, c'est est-ce que la définition de considérer protégé va changer chez les personnes âgées puisqu'il y aura une 3e dose? C'est Très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on va devoir effectivement regarder en lien avec la 3e dose chez les personnes âgées, à savoir, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que la 3e dose va être considérée? Est-ce qu'elle va ne pas être considérée? Ça, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous le dire parce qu'il va y avoir des discussions au niveau du 5 de fait, mais c'est une question sur laquelle on va se pencher. Tout à fait. Je continue ma recherche, ça ne sera pas bien long. Je vois qu'il y avait beaucoup de questions à propos de la communauté. Juste faire attention, nos documents, c'est vraiment pour les milieux de soins. Je comprends qu'il peut y avoir un lien d'un usager de la communauté qui a attrapé la COVID à la communauté qui vient dans nos milieux, mais on ne fait pas de recherche exhaustive dans la communauté en tant que telle. Nous, on va vraiment se concentrer plus au niveau des milieux de soins. Donc, c'est juste, j'ai vu quelques questions à ce niveau-là. Je voulais juste éclaircir ce petit point-là. Bon. Il y a une question, je ne sais pas trop si vous te compose. Est-ce que vous considérez un cas positif dans un CHSLD comme une alerte éclosion? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'une alerte éclosion exactement. Ben, en fait, c'est sûr qu'à un cas, si je vous ramène justement à ma définition, je m'excuse, ça va être moins long si je vais comme ça ici. OK. Ici, c'est certain que quand je parlais de la définition d'éclosion, on disait dès le premier cas nosocomial, il est requis d'instaurer immédiatement des mesures de PCI. Les actions nécessaires en présence d'une éclosion pourraient être mises en place d'emblée selon la situation. C'est certain que si la personne qui a posé la question parlait de cette situation comme une alerte, bien oui, c'est sûr que si c'est un cas qu'on ne sait pas d'où il vient et qui est nosocomial, bien oui, on va tomber en une alerte. Ce n'est pas un jargon que nous, on utilise le terme alerte, là, mais c'est certain qu'on va devoir rester sur un pied, sur le qui-vive pour savoir, puis de commencer peut-être à voir avec notre équipe de PCI locale, voir est-ce qu'on peut mettre des mesures en place pour prévenir l'apparition de notre éclosion. Là. Mais effectivement, il y a quelque chose à faire dès l'apparition du premier cas noso. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. J'ai une question, c'est les mesures de gestion d'éclosion sont bien applicables également à RPA, même hors unité de soins? C'est une excellente question. Nos documents sont vraiment faits pour les milieux de soins. Donc, au niveau des RPA, notre document gestion des éclosions va vraiment être à utiliser sur les unités de soins des RPA. Donc, je donne, par exemple, une unité de 300 condominiums qui n'a pas d'unité de soins, ben, notre document ne s'appliquerait pas à ce moment-là pour la gestion d'une éclosion. C'est certain que dans ces situations-là, c'est plus les directions de santé publique là, qui vont s'occuper de la gestion de ces situations-là. Jasmin, je ne sais pas si tu as un complément de réponse à cette question-là. Non, je pense que tu as bien répondu. OK, parfait, super. Ça ne sera pas bien long. Si je peux me permettre, Josiane. Oui, vas-y. Il y a plusieurs questions qui sont soulevées en lien avec les variants, le variant Delta, le variant Mu, par rapport à la transmissibilité ou le fait qu'on ne mette pas en isolement les gens considérés protégés, entre autres avec la vaccination. Il faut voir que l'efficacité vaccinale demeure quand même très bonne par rapport aux variants. Et ce qu'on a rajouté, c'est le dépistage des personnes contact étroit, même si elles sont protégées, ce qui n'était pas là avant. Donc, même si on ne met pas d'emblée en isolement toutes les personnes protégées, on va les dépister. Et c'est certain que s'il y a une éclosion, s'il y a une transmission, on pourra toujours l'ajuster. Mais d'emblée, on a ajusté les recommandations
plutôt sur le dépistage que sur l'isolement, parce qu'avant, on ne faisait même pas de dépistage aux personnes protégées. Super. Donc, en fait, ça tire pas mal à sa fin. On est pas mal à la fin du webinaire. J'avais un dernier commentaire qui venait du chat, qui venait de Dr Moisan, qui te souhaitait un joyeux anniversaire, Chantal. Donc, en fait, je voulais remercier tout le monde, nos panélistes, pour ce beau webinaire. Donc, d'abord, Dominique Grenier, Chantal Richard, merci beaucoup pour ta présentation. Dr Jasmin Villeneuve qui nous a accompagnés aussi également, et ainsi que Abigail Altenor qui s'occupait du Zoom. Donc, on tient à vous remercier. Puis, en fait, on espère vous voir en grand nombre la semaine prochaine. Juste vous dire pour les questions qui n'ont pas pu être répondues, parce que comme vous voyez, il y avait beaucoup de questions, vous ne le voyez pas. Il y avait beaucoup de questions qui rentraient et beaucoup de commentaires, donc c'était un petit peu difficile à suivre. Donc, on va essayer de répondre au plus de questions qu'on est en mesure de répondre, qui sont en lien, en fait, avec le document que Chantal vous a présenté. Donc, on vous remercie infiniment, puis en espérant vous voir un grand nombre à la prochaine présentation du 21 octobre, toujours à la même heure, qui va être le jeudi. Merci beaucoup!